depuis que j'ai commencé le cinéma, j'ai été peut-être presque malgré moi toujours dans une position d'invention et de réflexion sur le thème même du cinéma, parce que dès le premier film, ce que je faisais visiblement ne correspondait pas à la norme. Et puis les technologies se sont emballées, donc le cinéma s'est beaucoup transformé en même temps que moi je le faisais. Et à chaque film que je faisais, la technologie avait changé. Donc j'étais obligée de suivre, ce qui m'a obligée à réinventer, même si moi j'étais prête à rester bien tranquille dans ce cinéma que j'avais réussi à cerner. GHB, To Be or Not To Be, c'est le titre, il sortira donc en été, je ne sais pas exactement quand. Au mois d'août. Au mois d'août, voilà. Et c'est une expérience très particulière, faite avec très peu d'argent, 450 000 €, quand on sait qu'un long métrage normal coûte à peu près 1 million. Mais j'ai essayé de faire de la pauvreté une richesse et d'inventer une façon à nouveau de tourner. Donc équipe extrêmement réduite, un travail. Je me suis associée au musicien qui a finalement produit le film, enfin produit, ça veut dire gérer l'argent que j'avais eu. Mais il y a un partenariat artistique comme ça assez intéressant. Moi je faisais l'image, l'histoire, etc. Et lui a fait la musique, mais de façon entièrement libre. Si un jour vous allez le voir, vous y repenserez. Je lui ai confié le film une fois monté, et il a fait la musique qu'il voulait. C'est pareil, ça ne se fait jamais. Mais je me disais, tiens, puisqu'on est libre, puisqu'on n'a pas la pression d'un gros film avec beaucoup d'argent, je voulais faire cette expérience-là, que la musique, comme dans un film de Godard, quoi, ait une place forte et presque à égalité avec l'image. Et il y a 3 actrices super dedans qui s'appellent Marina Hans, Élodie Bouchez et Clémence Poésy. Normalement, dans le cinéma pauvre, on paye très peu les techniciens et on continue à beaucoup payer les acteurs. Et moi, je suis pour la justice et l'égalité. Et donc, je remets tout le monde au même niveau. Ça veut dire que quand les acteurs sont là, c'est vraiment une preuve de leur grande implication, parce qu'ils acceptent d'être à nouveau comme des ouvriers, quoi. Donc moi, je trouve ça intéressant. J'essaye d'organiser à une toute petite échelle mon espoir politique beaucoup plus large d'une société plus équilibrée et plus juste. Et donc on a fait ce projet qui ne ressemble effectivement à rien, je crois, ni à un documentaire, ni à de la fiction, qui est un objet très singulier, qui a été inventé là pour le coup pour lui, en fonction de lui, parce que mon idée du portrait, c'est que on doit être au service de la personne qu'on filme. Donc là, j'ai essayé de rentrer dans son univers à lui. Et c'est pareil, c'est un film fait avec rien, sauf que là, j'ai un cadreur qui faisait le son aussi, donc on est deux pour faire le film. Vous en rendez peut-être pas compte, mais ça n'existe pratiquement pas, ce genre de façon de faire. Il n'y a pas un cinéaste traditionnel qui a fait des longs métrages qui part comme ça à l'aventure et au risque. C'est risqué, c'est spécial, c'est fait pour être débattu, critiqué. Je prends ce risque-là, ça m'intéresse qu'on puisse se dire « Ah, mais c'est pas comme ça qu'on fait ». Et comme ça, je peux expliquer pourquoi je fais ça. Ricciotti, pour ça, est aussi quelqu'un de très... Ce film-là, il est intéressant pour lui, quoi. C'est pas tellement moi qui suis à créditer là-dedans, c'est vraiment lui, c'est un personnage extraordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez ses constructions, mais lui, c'est vraiment aussi quelqu'un qui est juste et dont la parole, j'ai pu vraiment réaliser et voir que sa parole était accompagnée d'actes, quoi. C'est quelqu'un de très... attentif à la notion de travail, de justice dans le travail, de valorisation du travail. C'est pas un architecte juste dans l'esthétique, même si ses constructions sont très particulières. Et voilà. Donc, et c'est une personnalité très spéciale. Donc, pas facile du tout à cerner.
Donc c'était intéressant pour moi qu'il me demande de faire un portrait de lui, parce que oui, il y avait le danger de le rater ou de lui déplaire, et apparemment le film lui plaît, donc on l'a présenté dans pas mal d'endroits, et il est toujours très solidaire du projet. J'ai montré un premier montage qui durait, c'est ce que je dis dans le film, 1h30. Moi, j'apparaissais pas du tout. J'avais une ou deux petites voix off comme ça de liaison, mais rien. Et donc c'était lui, comme vous l'avez vu là, mais il y avait donc une demi-heure en plus où il développait plus sur les chantiers par rapport aux métiers, aux ouvriers. Moi, j'adore filmer le travail, donc je trouvais ça super. 1h30 comme ça. Donc j'ai montré à la Cité de l'Architecture le montage d'1h30. Et on me dit c'est bien, tout ça. Ils disaient oui, c'est très bien. Puis je suis rentrée chez moi le soir, coup de fil des deux, du directeur de la Cité de l'Architecture et surtout de Ricciotti après, qui m'a dit mais ça y est, j'ai réfléchi, ça va pas, vous avez fait un film sur moi, mais moi c'est très ennuyeux, moi je voulais un film de vous. Alors j'ai dit ben, c'est un film de moi, vous n'êtes pas dedans, je vous vois pas, vous avez rien fait de moi, il n'y a que moi qui parle, c'est ennuyeux. Je dis oui, mais moi c'est ça qui m'intéresse. Il me dit mais non, je veux un film de vous. Je dis mais le film de moi c'est sur vous, c'est pas de. Mais non, vous avez fait des images, vous vous souvenez, on a fait les images là quand on se roule dans l'herbe, etc. Dans le sable, je sais plus. Je veux voir les images dans le film. Et donc j'ai commencé à dire mais vous pouvez pas me dire ce que j'ai à faire. Deux artistes sont en train deux taureaux là dans l'arène. Et je lui en voulais de me forcer à faire quelque chose que je voulais pas faire, lui-même me disant que si, c'est ce que je devais faire, parce que ça, c'était moi. Donc ça m'a tellement énervée, donc j'ai protesté, et il a compris que... Parce que je pense qu'en fait, c'est quelqu'un de très, très dirigiste, donc d'avoir quelqu'un qui résistait en face, c'était... Donc il s'est calmé, il dit non, faites ce que vous voulez. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire qui soit à la fois lui et moi. Mais je me sentais bien qu'il voulait un truc plus subversif, plus dangereux, plus féminin, masculin, etc. Et donc j'ai j'ai coupé la moitié du truc, parce qu'il me disait qu'il parlait trop. J'ai dit ok, bon, alors d'accord, moi j'ai coupé la moitié. Et après j'ai utilisé toutes mes images et j'ai mis en voix off, j'essaie de structurer. Et par la voix off, en étant à la fois délicate mais juste, tout ce qui s'était dit entre nous. Donc j'ai fait cette métaphore du taureau et du toréador, du fait qu'il m'échappe et qu'il dit à un moment instrumentalisez-moi, il me l'a dit ça. Et je me suis dit je peux pas ne pas dire qu'il m'a dit ça, parce que moi j'ai un problème avec j'aime bien que les poutres soient apparentes, quoi. J'aime bien que la charpente, j'adore Beaubourg comme bâtiment, parce que j'aime bien que ce qui tient l'ensemble ne soit pas caché, que ce soit pas que de la décoration, quoi. Et donc je me suis dit, il faut montrer ce que c'est que faire un documentaire, en quoi c'est compliqué, parce qu'il faut à la fois tenir compte de l'autre et dire ce qu'on pense en même temps. Enfin, et ça m'a vraiment fait réfléchir à ce que c'est qu'un documentaire, où souvent les metteurs en scène sont à l'extérieur, comme des témoins non impliqués, comme si eux n'existaient pas et que ce qu'ils montraient c'était le réel. Je me suis dit non, la vérité c'est que le metteur en scène est autant acteur, doit être autant dans le portrait que celui qui filme, pour qu'au moins le spectateur puisse se dire ce n'est pas un portrait de la personne, ne se leurre pas sur... je veux pas qu'on se dise Ricciotti, il est comme dans le film de Masson, je veux qu'on se dise tiens, ces deux-là, ça produit ça. Mais ça pourrait être aussi toute autre chose. Je voulais remettre la subjectivité de celui qui filme dans le film. Alors, en m'y mettant moi, donc en me mettant en danger aussi physiquement, de dire il n'y a pas que lui qui se met en danger physiquement, où on le juge lui, on dit ah elle est pas mal, ah non elle est moche. On dit faut que moi-même on se dise pareil de moi, puisqu'il n'y a pas de raison que moi je sois protégée de ce genre de... C'est une telle exposition d'être filmée, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie, mais c'est d'une grande, grande violence, parce qu'on se voit, c'est pas exactement vous. Et qu'en plus quelqu'un s'occupe du portrait, c'est encore moins vous. Enfin, et là, la deuxième version lui a beaucoup plu, parce que je pense que j'y étais plus, que ça le protégeait d'une certaine façon, et qu'en même temps, c'était du coup extrêmement bizarre. On a eu des critiques incroyables et des gens qui l'ont pris au premier degré, ne voyant pas la métaphore. J'utilise
la métaphore amoureuse pour parler d'une métaphore pour moi plus artistique, mais j'en dis ah oui, mais est-ce qu'ils ont couché ensemble ou pas bon. Et cette provocation-là, elle lui ressemble, puisque lui est tout le temps en train de me faire des réflexions comme ça, mais c'est un jeu, quoi. Et moi, j'ai joué de ça, mais des gens l'ont pris au premier degré. Donc mais ça m'intéresse, pas grave qu'ils le prennent au premier degré. À nouveau, ça fait partie de l'exercice d'interroger là-dessus, et sur fiction, réalité, et comme si c'était ça comme si on avait besoin de se mettre en scène. Moi, j'ai pas besoin de raconter ma vie du tout. C'est pas ça du tout mon objet de cinéma. Donc, si je l'utilise cette métaphore-là, c'est pour parler de la position du metteur en scène, mais pas, y compris en l'incarnant comme une midinette. Mais voilà. Donc, et par ailleurs, il fallait que ça satisfasse aussi les architectes purs et durs et ceux qui le connaissaient. Et apparemment, c'est passé. Enfin, je pense que le cinéma est un reflet où concentre toutes les problématiques de la société dans laquelle il est fait. Donc quand une société est en mouvement, quand des pays sont en mouvement comme l'Asie en ce moment, le cinéma est très fort. On parle du cinéma asiatique. Voilà, les gens sont dans le même élan, même si ça ne va pas forcément dans les bons endroits, mais en tout cas les créateurs sont dans le mouvement de la société. Quand les sociétés sont un peu au ralenti, voire décadentes, le cinéma se meurt, et donc il faut rentrer dans la résistance. Donc moi, c'est la place que j'ai là aujourd'hui dans le cinéma français. Ça ne me dérange pas de déranger. Ça m'intéresse que les gens rentrent chez eux en se disant qu'est-ce qui s'est passé, mais qui rentrent un peu différents ou un peu... Et je me suis dit, je vais appeler mon film à moi Le Rebelle, à la fois en hommage à Kim Vidor, en hommage pour faire le lien entre Wright et Ricciotti, etc. Donc j'étais trop contente de moi. Je me suis dit, il va me trouver trop intelligente, trop cultivée, puis qui connaît tout ça. Il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est quoi ce titre? Je suis pas rebelle, ça fait... Il déteste tout ce qui est prétentieux ou comme ça, héroïque. Il dit, non, j'ai une idée, il faut l'appeler l'orchidoclaste. Là, je me dis, au secours, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, je dis, ah oui, peut-être. Et il me dit, vous savez ce que ça veut dire? Je dis, ben non. Et en fait, c'est apparemment un mot utilisé en psychanalyse qui veut dire, et si on regarde sur Wikipédia, on voit l'origine étymologique, ça veut dire le casse-couille. Et je me disais, c'est quand même dingue que ce soit lui qui me propose ça comme titre. Et ça me paraissait tellement je sais pas, sympathique que j'ai dit bah oui, tout de suite. Et voilà, ça lui ressemble tellement de s'auto-proclamer casse-couille, de faire le titre. Et pour moi, c'est irrésistible.